Bonjour à toutes et à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo aujourd'hui sous un temps pluvieux comme vous pouvez le constater. Je vais revenir sur la Syrie parce qu'il y a beaucoup à dire. Évidemment, tout le monde est joyeux, tout le monde est content, Bachar el-Assad enfin a dégagé, le méchant dictateur, à tort ou à raison. Il est vrai que son régime était un régime plutôt fort et qui n'était pas sans prendre en considération le fait que des personnes un peu contradictoires, un peu opposants, etc., finissaient dans des geôles où en général ils passaient un mauvais quart d'heure. Donc en effet, on a libéré les gens, c'est magnifique, c'est formidable, Bachar est parti, il a chuté, mais évidemment, on n'y passe sans une considération de certains experts, on va dire, journalistes, qui restent très prudents sur le fait de savoir en fait, est-ce que c'est pas un bien pour un mal ou un mal pour un bien? C'est-à-dire que le responsable, c'est-à-dire celui qui va prendre la tête de la Syrie, on le sait, c'est un ancien djihadiste d'Al-Qaïda, recherché même par les autorités américaines. Alors ce qui est assez étrange, c'est que le mec, on nous le présente, donc voilà, comme celui qui est l'artisan de la chute du régime de Bachar el-Assad, mais qu'il a promis qu'il serait propice à installer un régime modéré. Alors, déjà, on sent bien que ça va être un régime islamique. Modéré, faudrait qu'on m'explique, c'est quoi un régime modéré? Alors certains diront, oui, mais Bachar el-Assad, c'était un musulman. Ouais, sauf que c'était un alaouite d'une branche chiite dissidente. Et quelque peu ce qu'on appelle laïque. Laïque, c'est-à-dire la religion n'était pas une essentielle, c'était plutôt le paysage politique qui primait. Donc il n'y avait pas d'impératif religieux dans le régime de Bachar el-Assad, ce qui faisait que c'était un pays où on était loin de la politique comme on pouvait le voir en Iran avec les mollahs. Les femmes n'étaient pas forcément voilées, etc., etc. Ça ne veut pas dire que dans certaines parties de la Syrie, je rappelle, au nord-ouest près de la frontière turque, vous avez la région kurde. Alors déjà, on se pose la question, les Kurdes, musulmans, sunnites, est-ce qu'ils sont contents finalement? On n'en sait rien. Et comme je vous le disais tout à l'heure, le bonhomme, on voit bien qu'il a été relooké. Mais il a été relooké par qui? En plus, on a appris que les États-Unis ont bombardé des positions de l'État islamique pour justement empêcher l'État islamique de profiter de la déstabilisation, de l'affaiblissement du régime pour reprendre du territoire. Alors, par contre, il y en a qui, eux, ont bien profité de la situation pour reprendre un mot dans le Golan, c'est Israël. D'ici là qu'Israël récupère une partie du plateau du Golan syrien, il n'y a pas des kilomètres. Alors, vous l'avez entendu, vous l'avez vu, tout le monde était content, Bachar el-Assad, ça y est, enfin, le dictateur a dégagé, etc. Oui, mais encore une fois, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, vous avez des experts et des journalistes qui sont très prudents sur le devenir de la Syrie, parce que si on a chassé un dictateur, on a chassé un dictateur laïque. Et on a gagné quoi? On a gagné un musulman sunnite qui risque très fortement d'imposer un régime islamique. Et qui dit régime islamique? Alors, sunnite. Et non chiite.
Bah oui, parce que la chute de Bachar el-Assad, c'est briser le croissant chiite. Le croissant chiite, qui je rappelle, c'est le Liban, la Syrie, l'Irak, un petit peu l'Irak, l'Iran, évidemment, et hop, on revient et on bascule vers l'Afrique avec le Yémen. Le Yémen qui est actuellement en guerre avec l'Arabie Saoudite. Donc en effet, moi je serais l'Iran, je commencerai à me poser des questions. Je commencerai à me poser des questions sur Poutine. Alors Poutine a fait amende honorable, a accueilli Bachar el-Assad comme réfugié. Magnifique, formidable. Mais vu qu'on le sait, qu'il y a des tractations actuellement concernant l'Ukraine, est-ce que finalement, on n'a pas négocié avec Poutine le fait que, bon écoute, on va essayer d'arrondir les angles, on va s'arranger, mais tu gardes le Donbass et la Crimée, mais en revanche, sur le destin de la Syrie et de l'Iran, tu nous laisses faire. Sachant que l'Iran, même s'il y a des rapprochements avec la Russie, avec la Chine, avec l'Inde, avec les BRICS d'une manière générale, on le sait que dans les BRICS, les Indiens ne sont pas très chauds de voir l'Iran prendre un peu plus d'importance dans l'alliance. Même si les Chinois ont réussi à attirer à la table de négociation l'Arabie Saoudite et l'Iran pour rétablir des relations diplomatiques. Mais, encore une fois, c'est des relations diplomatiques de polichinelle. Puisque de toute façon, soyons honnêtes, on va voir ce qui va se passer avec la Syrie, mais si la Syrie devient un califat sunnite à la solde de l'Arabie Saoudite et du Qatar, je rappelle que même si la Russie a quelques alliances avec le monde musulman, parce que, bah oui, ils ont quand même des musulmans au sein de la Russie. Je rappelle quand même qu'il y a la Tchétchénie. Mais d'un autre côté, quand on voit ce qui s'est passé avec la bande de Gaza, y a-t-il véritablement une véritable solidarité dans le monde arabe? Pas sûr. Alors surtout en plus si vous dézinguez du chiite, je pense que, je ne sais plus comment il s'appelle là, le chef de file de la Tchétchénie là, lui c'est plutôt un sunnite, donc à la limite il s'en branle un peu. Enfin, je pense, hein, rectifiez-moi si je me trompe, mais je crois que la Tchétchénie c'est plutôt musulman sunnite. Donc si vous voulez, il y a quelque chose qui est en train de se passer. Alors, on ne connaît pas forcément tous les tenants et les aboutissants, mais moi je suis convaincu, de par l'interaction des Américains, que ce soit en bombardant les positions de l'État islamique pour assurer la protection de la transition, je pense que les Américains, et plus particulièrement les démocrates, comme je vous l'avais dit, les démocrates jusqu'au 20 janvier, ils vont bordéliser tout ce qu'ils pourront bordéliser. Comme ça, tout d'un coup, paf, ça y est, les rebelles, tout d'un coup, ont une force, une position pour pouvoir faire tomber Bachar el-Assad. Inaction de la Russie, au contraire, la Russie retire ses billes. Alors on vous explique, oui, mais vous comprenez avec l'Ukraine, blablabla, etc. Oui, sans doute. Sans doute que l'Ukraine doit être une raison pour laquelle Bachar el-Assad a dû certainement se faire entendre dire « Écoute Coco, voilà, nous on a un deal, donc on ne peut plus te protéger, donc laisse tomber. À la rigueur, si tu veux venir chez moi, je t'accueille à bras ouverts, je te protège, etc. » Donc c'est pour ça que je vous dis, l'Iran, je serais eux, je commencerai à m'inquiéter. Je commencerai à m'inquiéter parce que la Russie pourrait très bien les lâcher. La Chine, eux, ils n'en ont rien à branler. Au contraire, s'ils peuvent démocratiser, c'est-à-dire virer l'influence religieuse dans ces pays-là
eux, ça les intéresse. Parce que déjà chez eux, avec les Ouïghours, tout ce qui est religieux chez eux, bon, tu as le droit de pratiquer, mais fais pas chier. Donc les Chinois ont tout intérêt à ce que tous ces pays qui sont sous des régimes religieux, finalement tombent. Donc rien n'empêche que l'Afghanistan demain avec les talibans, finalement les talibans dégagent, que ceux qui vont s'installer en Syrie avec un régime islamique finissent par dégager, parce que surtout la Syrie, comme je vous l'ai dit, pareil, Israël. Bon, Israël, ils sont contents parce que Bachar al-Assad, alaouite, chiite dissident, c'est briser le croissant chiite, mais est-ce qu'ils vont y gagner au change? À moins que les Saoudiens apportent une garantie de contrôler la Syrie pour qu'elle ne vienne pas fourrer son nez ou faire chier Israël. Sauf qu'apparemment, ça n'a pas l'air de bien fonctionner parce qu'il y a déjà des djihadistes en Syrie qui commencent à dire oui, on va soutenir, on va aider nos frères palestiniens, blablabla. Donc ça veut dire que, quoi, vous allez attaquer Israël Donc c'est pas, voilà, cette histoire, c'est pas clair. On vous présente ça comme, oui, regardez, la victoire des rebelles, ça y est, enfin, Bachar al-Assad tombé, machin, blabla. Oui, sauf que les rebelles, ils ont été aidés, ils ont été poussés, ils ont été instrumentalisés, ils ont été manipulés. Par qui? Ça, je vous laisse le deviner par vous-même. Mais pour quel résultat? C'est là que ça pose problème. Et comme je vous l'ai dit, moi je suis persuadé qu'il y a un lien avec ce qui est en train de se négocier pour l'Ukraine. On l'a vu, la cérémonie de réouverture de Notre-Dame, c'est pas innocent si Macron a invité Trump et Zelensky à l'Élysée pour discuter. Je pense que Macron, il a profité de la situation pour se placer avec Trump au lieu. Et je pense qu'à mon avis, Van der Leyen, qui d'ailleurs, on lui a demandé de ne pas y aller à Notre-Dame parce qu'avec le coup du Mercosur, on n'a pas envie de bordéliser Paris. Donc Macron a certainement profité pour d'amener le pion à l'Union européenne en disant, voilà, moi, président français, je vais continuer ou entamer des négociations quand Donald Trump va prendre la Maison-Blanche au mois de janvier. Et on va dire à Zelensky, voilà, là tu continues ton petit cinéma contre la Russie, etc. Mais après le 20 janvier, quand M. Trump va prendre la Maison-Blanche, on négocie, on accorde le fait que Poutine y garde le Donbass et la Crimée, on va essayer de demander à Poutine ou exiger à Poutine qu'il lâche sur le fait d'apporter une garantie de sacralité de l'Ukraine en la laissant s'intégrer à l'Union européenne, mais pas dans l'OTAN. Dont d'ailleurs, vous avez certainement vu passer cette affirmation de Donald Trump en disant « oui, de toute façon, ça continue, moi je retire les États-Unis de l'OTAN ». Je signale que si les États-Unis quittent l'OTAN, il n'y a plus d'OTAN. Oui, puisque c'est les États-Unis qui détiennent le commandement militaire de l'OTAN. Donc si les États-Unis s'en vont, ils s'en vont avec le matériel, avec la logistique, donc il n'y a plus rien. L'OTAN ne sert plus à rien. L'OTAN sera une administration civile, mais militairement, de toute façon, à moins d'exiger que tous les pays de l'Union européenne mettent leur bille au sein de l'OTAN, ce qui, au niveau de la souveraineté nationale, pose un problème, parce que dans ce cas-là, ça veut dire que normalement, ça devrait passer au référendum, mais ils ne feront pas de référendum, ils essaieront de passer par les parlements, mais est-ce que les parlementaires seraient d'accord pour vendre les bijoux de famille? Pas sûr, surtout la France avec sa dissuasion nucléaire.
Enfin bon, voilà, c'est juste un coup de bluff de Trump pour dire, bon les gars, attention, moi dès le 20 janvier, je vais revenir vers vous et... hein, on a dit 2% du PIB. Hein, déjà en 2016, je vous ai rappelé à l'ordre. Donc, c'est logique. Hein, quand tu fais partie d'une organisation telle que l'OTAN, tu payes ta contribution. Or, si tu ne payes pas ta contribution telle qu'elle a été négociée, c'est-à-dire 2% de ton PIB, ça veut dire que tu es un mauvais payeur. Vous imaginez si demain on faisait la même chose avec l'Union Européenne? Ah mais putain, mais l'Union Européenne, l'autre, la von der Leyen, elle sort les crocs, elle commence à dire, vous payez ce que vous devez là, hein. Hors de question, pas de retard de paiement. Enfin, c'est... Donc tout ça pour dire que, oui, là, les pions sur l'échiquier ont bougé. Alors, ils ont bougé. Dans quel sens? Là, on va voir ce que ça va donner. On va voir ce qui va se passer avec la Syrie. Est-ce que la Syrie va être finalement avec un régime fantoche tenu par les couilles par les Saoudiens qui apportent une garantie qu'on ne va pas installer un État islamique sunnite qui à la première occasion va aller péter la gueule aux Israéliens? Ouais, je pense. Donc c'est pour ça que, attention, Poutine à un moment donné avait des intérêts peut-être à avoir l'Iran comme allié, mais maintenant, si Poutine peut avoir un accord solide concernant l'Ukraine, vous croyez sincèrement qu'il va continuer à protéger l'Iran? Parce qu'attention, il y a récemment les Américains et l'OTAN, ils ont eu les jetons parce qu'ils avaient peur que finalement Poutine, de par la merde qu'on lui balance dans la gueule, finisse par dire excuse-moi, mais si vous voulez jouer au con, on va jouer au con. Dans ce cas-là, moi je vais filer l'arme nucléaire, ou tout du moins de quoi permettre à l'Iran de se munir de l'arme nucléaire. Ouais, enfin non, fais pas ça quand même, parce que tu comprends. Dans ce cas-là, je sais pas, faites-moi des propositions. Donnant. Si vous voulez dégager l'Iran, moi j'y vois pas rien. Je traite essentiellement avec des musulmans sunnites. Donc à la limite, les chiites, j'en ai rien à foutre. Mon partenaire chinois, il en a encore moins rien à foutre. Donc, si le régime des mollahs pouvait tomber et mettre à la place un régime démocratique, pourquoi pas? Il est ouvert, hein, Poutine. Il n'est pas fermé à toute proposition. Je vous l'ai dit, hein, Poutine, comme les Chinois, Xi Jinping, ils ont une vision des choses, mais qui ne sont pas si lointaines des Occidentaux. Comme je vous l'ai dit, le seul point noir, c'est la façon de manager, de contrôler, de gérer le truc. Hein, la dualité sur le concept unipolaire et multipolaire. Hein, on en a déjà parlé. C'est le seul point sur lequel ça colle pas avec les Américains. Et ça colle pas avec les Européens. Mais sinon, le reste... Donc, affaire à suivre. Et pour terminer, je vais vous donner une information quand même qui est assez capitale et qui rejoint un petit peu les États-Unis, parce qu'il y a quelques tweets que j'ai vus passer sur X qui sont assez intéressants, et je leur ai donné quand même une information qui est essentielle. Vous savez, il faut comprendre comment les États-Unis fonctionnent, il faut comprendre le peuple américain. Le peuple américain, depuis les années 50, il y a une volonté politique, de réaffirmer l'influence religieuse
parce que c'est un moyen de caresser dans le sens du poil l'émotionnel, l'hypersensibilité d'une partie des Américains, surtout conservateurs, mais on a mis en place aussi une politique isolationniste. Ce qui fait que la politique isolationniste fait qu'en effet les Américains, des fois même, ils ne sont pas forcément au courant de ce qui se passe dans leur pays, alors ce qui se passe ailleurs. Et ce qui fait que vous avez 80% des Américains aujourd'hui qui n'ont jamais quitté les États-Unis. À rigueur, ils sont peut-être allés au Canada, au Mexique, mais ils n'ont jamais quitté le continent américain. C'est-à-dire 80% d'Américains qui en fait n'ont pas de passeport. C'est énorme. Donc vous comprenez que la perception de la culture américaine par rapport à la culture européenne, où l'Europe, on peut voyager, on a même l'espace Schengen qui permet de voyager dans d'autres pays de l'Union européenne et de voir, de côtoyer d'autres cultures, etc. Ça, les Américains, ils n'ont pas. Donc du coup, ils ont une vision qui est complètement altérée sur ce qui se passe dans le monde, sur ce qu'est parfois même le monde. Donc ça, c'est très important. Donc quand il y a des gens qui se mettent à juger les Américains parce qu'ils votent Donald Trump, mais j'ai envie de leur dire, ouais, mais le problème, c'est que vous n'y connaissez rien. Vous considérez que les Américains qui ont voté Donald Trump sont des idiots. Il y en a, mais pas que. Il y a aussi beaucoup d'Américains qui votent Donald Trump parce qu'ils en ont marre de se faire trahir, de se faire poignarder dans le dos par des politiciens traditionnels. Je veux dire, pendant 4 ans, Biden, il a fait des choses pour certains Américains. Mais par exemple, Biden, il n'a jamais touché au taux horaire, alors qu'on a connu une inflation qui a commencé dès la fin du règne de Donald Trump et qui a continué sur les 2 premières années de Biden. Et à ce moment-là, est-ce que Biden a donné un coup de pouce ? Il a donné un coup de pouce, mais qu'à un certain nombre d'Américains. Et pas forcément ceux qui sont véritablement dans le besoin. Et je vais vous rassurer, ça se trouve peut-être que Donald Trump lui aussi, il ne fera pas grand-chose. Parce que quand il va prendre la Maison-Blanche au mois de janvier, on en reparle dans 6 mois, dans 8 mois, mais vous verrez, le taux horaire fédéral, il n'y touchera pas. Et donc il y a une partie des Américains qui vont continuer à bosser avec des salaires de misère et qui vont se retrouver encore plus dans la précarité. Et pourtant, c'est cette Amérique-là qui a majoritairement voté Donald Trump. Et donc, mais alors la réponse à la question, c'est quoi ? C'est que finalement, tu peux mettre n'importe qui à la tête d'un pays. Si le pays fait partie de ces pays ultralibéraux, gérés, contrôlés, manipulés par la finance, voilà, ça y est, je pense que vous avez compris. D'ici là qu'on se revoit pour une prochaine vidéo avec d'autres thématiques. D'ici là que vous ayez enfin un Premier ministre et un gouvernement de guignols, d'incompétents. Enfin, bon courage.